pourquoi est-ce que Wall Street est si déconnecté de la réalité? Je dirais que la guerre est ouverte entre les analystes actions et les économistes. Alors, je suis l'économiste, moi, donc je peux dire le point de vue des économistes. Non, mais les économistes, c'est très simple. Hein. Si on doit schématiser, ce qu'on subit là, c'est moins de croissance, plus d'inflation. Donc c'est relativement clair comme schéma. C'est ce que nous dit le FMI. Alors après, le moins de croissance, c'est suivant la durée du conflit. Hein. Le moins de croissance, plus d'inflation, ça dépendra un peu de la durabilité du conflit. Sachant que si vous êtes au niveau des économistes, le pire des scénarios, ça serait un conflit durable avec des cours du pétrole qui monteraient à 130, 150 dollars durablement, et donc des banques centrales qui remonteraient les taux pour calmer l'inflation. Et donc on est dans le schéma le pire là, avec un fort ralentissement, voire une récession pour certains pays, pour calmer tout ça. Donc, nous sommes de retour en direct dans cette émission du 16 avril 2026 du live de TV Finance, votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité pour essayer de vous la restituer de façon la plus audible possible pour que vous puissiez adopter des stratégies d'investissement au trading les plus habiles possibles dans un monde qui file à 1000 à l'heure. Et pour tenter de comprendre, essayer de comprendre, j'ai le plaisir de retrouver régulièrement sur le plateau de TV Finance Christian Parizeau. Bonjour Christian. Bonjour. Merci beaucoup Christian d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondateur de Altair Economics et ancien d'Orel et écoutez, votre voix est particulièrement écoutée en France et peut-être à l'international. Peut-être. En tout cas, on va parler d'international puisqu'on va commencer avec ces chiffres qui sont tombés cette nuit. C'est en provenance de Chine. La Chine qui a publié pour le T1 2026, tenez-vous bien, un PIB en croissance de 5%. C'est plutôt une bonne nouvelle quand on lit le communiqué. Pékin fanfaronne, mais en réalité, il y a peut-être autre chose à voir. Oui, alors après, c'est vrai qu'en instantané, en variation sur un an, on est à 5% de croissance au premier trimestre. On était à 4,5% au quatrième trimestre. Donc ça veut dire qu'on atteint l'objectif de croissance très clairement de Pékin. On est sur une accélération, ce qui n'était pas gagné quand même avec tout ce qui s'est passé. Hein. Je vous rappelle, on a eu les droits de douane, on a eu tout ce qui s'est passé au mois de mars, fin février, début mars, avec cette guerre au Moyen-Orient. Donc on a l'impression que l'économie chinoise s'en sort plutôt bien. Alors après, c'est vrai qu'il y a cet aspect, mais c'est vraiment un acquis sur janvier-février. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu 2 bons mois. Alors, souvent, on somme ces 2 mois parce qu'on a toujours le nouvel an chinois. Suivant s'il tombe en janvier ou en février, c'est difficile à comparer sur un an. Mais globalement, si vous sommez ces 2 mois, on est sur, une accélération très forte des exportations. Peut surprendre, une consommation qui est en forte croissance et une production industrielle qui accélère fortement. Bon, tout se passait bien sur les 2 premiers mois. Et puis, on a les statistiques ce matin du mois de mars qui montrent quand même un vrai coup d'arrêt. Alors, avec quand même des bonnes choses et des mauvaises choses, la production industrielle se maintient quand même. Hein. Alors, même si elle ralentit, elle reste quand même sur une croissance supérieure aux attentes et elle se maintient assez forte. Et on a par contre une grosse déception sur la consommation des ménages, plus 1,7 sur un an. Ça ralentit fortement. Ça vous montre bien que ce qui s'est passé sur janvier et février était vraiment ponctuel. Le gouvernement chinois a tout fait pour relancer la consommation. Ils ont donné des bons d'achat. Ils ont rallongé la période de vacances pour que les Chinois consomment plus durant cette période du Nouvel An chinois. Et donc, on voit que derrière, ça se dégonfle très vite. Donc, déjà, on voit que la demande intérieure n'est pas exceptionnelle. Sur les exportations, on avait eu de très bons chiffres sur les 2 premiers mois. Mais attention, c'était lié à la décision de la Cour suprême américaine qui avait suspendu une partie des droits de douane et du coup les produits chinois sont redevenus bon marché et tout de suite les entreprises américaines se sont dépêchées d'importer de Chine auprès de leurs fournisseurs chinois pour reconstituer leur stock avant que les droits de douane soient potentiellement relevés. Donc c'est quand même beaucoup d'effets d'à-coup, c'est pas forcément une demande qui est là. Et on voit qu'au mois de mars, on a eu une forte dégradation de l'excédent chinois commercial qui est lié à un rebond très fort des importations. Alors on pourrait dire c'est le réveil de la demande intérieure, mais non, c'est une constitution de stock de la part des entreprises chinoises qui se sont dépêchées, voyant ce qui se passait au Moyen-Orient, de faire appel à leurs fournisseurs asiatiques de peur que leurs fournisseurs asiatiques ne puissent plus produire faute d'énergie. Donc il y a eu une sorte de constitution de stock de précaution. Donc finalement les chiffres de commerce extérieur n'étaient pas bons sur mars, mais c'est encore une fois c'est des effets d'à-coup, c'est pas vraiment quelque chose qui se traduit véritablement des changements de tendance, et on est sur quelque chose qui reste mitigé. Puis dernier point, naturellement, et c'est ça qui est quand même la clé quand on suit la Chine, c'est l'immobilier. L'immobilier qui est pas bon du tout. On a une baisse des prix dans l'immobilier neuf qui se poursuit et qui s'accélère.
On est à moins 3,4 en glissement sur un an sur les prix des logements neufs, donc c'est pas bon du tout. On est aussi sur une baisse de l'investissement immobilier de moins 11%, qui accélère ce recul. Donc on avait un petit début de stabilisation, et là on a quand même des chiffres assez mauvais sur le mois de mars. Donc tout ça fait que c'est très anxiogène. Alors après, sur les statistiques d'emploi, le marché du travail, on a le taux de chômage qui se relève un petit peu, qui rebondit un petit peu, mais on sait que la fiabilité des statistiques de chômage en Chine sont pas très fortes, donc je surcommenterai pas ces chiffres. Mais globalement, si je dois faire un résumé de tout ça, c'est une économie chinoise qui a bien performé sur 2 mois, mais là qui commence à vraiment quand même souffrir, et on voit que quand même il va y avoir un deuxième trimestre qui va être nettement inférieur, qui va nettement ralentir. D'ailleurs, c'est ce que laisse supposer le bureau statistique chinois, qui dit que quand même il y a des incertitudes extérieures, et on voit que la demande intérieure, elle s'est pas vraiment réallumée. Elle est sous stéroïdes pendant 2 mois, et puis derrière, une fois qu'on arrête le médicament, une fois qu'on arrête le bon d'achat qui est limité dans le temps, et tout de suite ça retombe. Alors voilà, donc il y a quand même quelques éléments, il y a quelques petit élément quand même positif sur le mois de mars sur la consommation, je le signale pour ceux qui regardent, c'est notamment pour le luxe, on a la partie joaillerie qui s'est plutôt bien maintenue, et la partie consommation de biens électroniques qui est plutôt bien orientée. Donc ça c'est plutôt bon pour des entreprises comme Apple, etc., qui vendent, on a vu qu'ils avaient pas mal vendu en Chine. Par contre, dans le bémol, c'est les achats discrétionnaires, l'achat automobile qui est en net recul, les achats de meubles, les achats un peu durables, donc ce qui montre que quand même il y a un effet immobilier qui persiste, c'est-à-dire que vous achetez pas un nouvel appartement, vous n'avez pas acheté la cuisine qui va avec. Donc tout ça montre que quand même on est encore sur une consommation très fragile, et donc même s'il y a quelques petits points qui tiennent un peu dans la consommation, ça repart pas comme on voudrait. Donc voilà, c'est anxiogène, on a un environnement international compliqué, les Chinois sont aujourd'hui très affectés par ce qui se passe dans l'immobilier, donc c'est très dur aujourd'hui de jouer un scénario d'accélération en Chine pour les prochains mois. Alors, d'un côté, on a des Chinois sous perfusion de stéroïdes. De l'autre côté, on a des Américains sous perfusion de champignons hallucinogènes, puisque les marchés financiers enchaînent les bonnes séances. Le S&P 500, le Nasdaq, 11e séance consécutive de hausse. S&P 500 plus haut historique. Voilà. On marche sur la tête. Pendant ce temps, le FMI alerte sur la croissance mondiale, alerte sur les niveaux de dette mondiaux. Pourquoi est-ce qu'on a une telle dichotomie entre, et sans piternelle question, ça repose à chaque fois, mais pourquoi est-ce que Wall Street est si déconnecté de la réalité? Je dirais que la guerre est ouverte entre les analystes actions et les économistes. Alors, je suis l'économiste, moi, donc je peux dire le point de vue des économistes. Non, mais les économistes, c'est très simple. Si on doit schématiser, ce qu'on subit là, c'est moins de croissance, plus d'inflation. Donc c'est relativement clair comme schéma. C'est ce que nous dit le FMI. Alors après, le moins de croissance, c'est suivant la durée du conflit. Le moins de croissance, plus d'inflation, ça dépendra un peu de la durabilité du conflit. Sachant que si vous êtes au niveau des économistes, le pire des scénarios, ça serait un conflit durable avec des cours du pétrole qui monteraient à 130, 150 dollars durablement, et donc des banques centrales qui remonteraient les taux pour calmer l'inflation. Et donc on est dans le schéma le pire là, avec un fort ralentissement, voire une récession pour certains pays, pour calmer tout ça. Donc ça, c'est le scénario extrême. Dans le meilleur des scénarios dans lequel on a un conflit court, on est quand même sur des chaînes d'approvisionnement qui sont perturbées, déstabilisées. On est sur des tensions sur les prix qui vont quand même être là, qui vont peser sur le pouvoir d'achat. Peut-être des banques centrales un peu moins agressives ou qui pourraient rester neutres, mais derrière une consommation qui va forcément ralentir parce qu'on n'aura pas les salaires qui vont suivre ce mouvement-là. Et donc on est sur un ralentissement. Donc ça, c'est un peu l'image globale des économistes. Les analystes, vous regardez, alors surtout à Wall Street, je vais plus qu'en Europe, mais si vous regardez le consensus des analystes aujourd'hui, alors je parle au niveau aussi de l'indice, je ne parle pas dans le détail, mais au niveau de l'indice global, si vous regardez, c'est 2 messages qui nous envoient: forte progression du chiffre d'affaires. Alors vous allez me dire, oui, mais vous, en économie, vous raisonnez en volume. S'il y a de l'inflation, c'est un peu logique. Mais par contre, des marges qui reculeraient que très légèrement. Donc ça veut dire que globalement, il y aurait bien une capacité à relever les prix, on maintient le chiffre d'affaires, mais on a quand même des marges qui sont un peu sous pression, mais ça reste très limité. Et puis surtout une croissance des bénéfices qui accélère et qui finalement, qui dans les prochains trimestres ne marque pas d'inflexion.
Mais Donc, c'est ça qui est surprenant. voilà, c'est un peu ce qui interpelle, parce que on se dit que tout va très bien dans ce cas-là pour les entreprises cotées. Pourquoi ? Parce que Wall Street se dit, avec ce qui s'est passé avec la guerre, on a eu la phase de baisse, donc les PE ont beaucoup baissé, et donc on a des bonnes affaires à faire, puisque les analystes ne révisent pas à la baisse les projections, les entreprises, entre guillemets, ne sont pas chères, et donc c'est le moment de dire, ce qu'on achetait au début d'année à des niveaux de valorisation beaucoup plus élevés, pourquoi pas les racheter maintenant que peut-être on va vers une solution de paix. On se dit finalement, c'est un élément géopolitique, c'est un élément macro, mais c'est pas un élément micro, et donc si on est dans cette logique-là, je peux comprendre que Wall Street monte. Alors sur le fond, qu'est-ce qu'il faut quand même, ça c'est la big image, hein, mais si on regarde un peu dans le détail, il y a quand même un gros effet tech qui joue pour beaucoup, hein. Et là aussi j'ai un gros problème, parce que entre économistes et analystes actions, on a une petite divergence, c'est-à-dire que de plus en plus dans le secteur technologique aussi, et c'est pas qu'un effet pétrole, là c'est vraiment un effet propre à ce secteur, on a une croissance en valeur mais pas en volume. Je m'explique. Aujourd'hui, toute la croissance du chiffre d'affaires, de plus en plus, même si vous prenez les semi-conducteurs, c'est ce que nous a dit le patron de Broadcom, hein, se fait que sur un effet prix, que sur le fait qu'ils montent le prix des mémoires. Et ça me pose un énorme problème, parce que certes, je comprends les analystes actions, parce qu'ils font monter les chiffres d'affaires, ils font monter mécaniquement, si les taux de marge se maintiennent dans la tech, ça fait exploser les bénéfices par action. Donc ça, il n'y a pas de souci, je ne vais pas remettre en cause ces projections-là, mais derrière, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train de nous dire qu'on n'est qu'un data center. Quand j'investissais 1 milliard dans un data center, ça voulait dire que j'avais une capacité de calcul qui est maintenant beaucoup moindre, parce qu'on va peut-être investir toujours 1 milliard dans le data center, mais les capacités de calcul qu'on aura derrière seront beaucoup moindres, parce que les prix des PC ont doublé, les prix des mémoires ont doublé, le coût de construction d'un data center... Mais avant, ça se faisait à coût nul, puis maintenant. Voilà, enfin... C'était un investissement, mais on savait que derrière, on avait un certain niveau de capacité de calcul, que c'est en train de diminuer. Je vous prends juste aussi un petit élément, mais c'est anecdotique, mais c'est intéressant quand même. L'État du Maine, aux États-Unis, vient de suspendre toute délivrance de permis de construire de nouveaux data centers. Parce que ça fait tellement renchérir les prix de l'électricité dans l'État, que maintenant, ils veulent plus de nouveaux data centers. Donc ça veut dire qu'il va y avoir aussi des coûts de foncier qui vont exploser pour les data centers, puisqu'on va aller à des endroits qui doivent être proches des centrales électriques pour limiter les déperditions d'électricité, parce que c'est vraiment le nerf de ces data centers. Il n'y en a pas 36 000, et en plus, va falloir avoir ces autorisations, donc ça va renchérir encore le coût. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que, bon, je comprends les analystes qui disent, du coup, c'est bien pour les marges, c'est bien pour le chiffre d'affaires, mais ça veut dire que, globalement, ça augmente énormément la possibilité de retour sur investissement, ça augmente le risque de retour sur investissement, parce que moi, j'ai un data center qui me coûte de plus en plus cher. Va falloir que je vende de plus en plus cher l'IA. Est-ce que ça va être accepté ou pas ? Et puis derrière, on voit que les capacités, elles n'en demandent pas tant que ça. Donc ça veut dire que derrière, je vais avoir un vrai goulot en volume. C'est-à-dire, je vous prends juste un exemple qui est concret. C'est ce que subit en ce moment Anthropic. Alors Anthropic a explosé, hein. Pour plein de choses. On a vu concurrence avec ChatGPT, déplacement d'une partie de la clientèle, son modèle qui est jugé super performant. C'est vrai. Mais attention, au prix de capacité de calcul énorme. C'est-à-dire que son modèle découvre toutes les failles de sécurité, mais grâce surtout à une capacité de calcul. Ce n'est pas grâce à un modèle super intelligent, c'est juste qu'ils ont tellement poussé leur modèle que maintenant, ce modèle est très performant, mais nécessite des capacités. Et on voit en ce moment le modèle d'Anthropic connaître une dégradation, parce qu'ils n'ont plus les moyens de répondre à cette demande. Ils n'arrivent pas à augmenter suffisamment vite leur capacité de calcul face à cette demande. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un ralentissement, à mon avis, dans la diffusion de l'IA, et ça, c'est pas pris en compte par les analystes. Donc je dirais que sur les techs, j'ai un petit peu détaillé, mais juste pour vous dire, c'est une problématique, cette croissance en volume. C'est pas neutre. Les analystes surpondèrent énormément les effets court terme. Alors c'est vrai que pour Wall Street, je comprends, ça veut dire que c'est pas cher, que c'est moins cher qu'au début d'année, que c'est le moment d'y aller. En plus, il y a un effet FOMO, hein, et en plus, on concentre toute la hausse de Wall Street sur cette thématique autour de l'IA, parce qu'on se dit on a de la visibilité, c'est pas du pétrole. Bon, il y a un aspect énergétique, hein, qui joue dans le coup de l'IA, mais c'est pas que ça, et c'est pas l'essentiel. Et puis vous vous dites que finalement, est-ce qu'il ne faut pas mieux acheter un Broadcom ? Il ne faut pas mieux acheter des capacités de calcul ? Ça marche, l'IA marche, il y a une demande, et donc tout va bien. Non, et attention, il y a quand même des facteurs de risque qui sont en train de s'accumuler, mais c'est un peu mis sous le tapis. Et puis après, il y a, si vous retirez tout ce qui est technologique, là, il y a des vrais éléments d'inquiétude à avoir, et je pense que ça va être rattrapé quand on va avoir les publications en dehors des valeurs technologiques, et là, on va avoir des retours d'entreprises qui vont être beaucoup plus prudentes.
Alors c'est vrai qu'on a quand même un petit bémol, c'est que l'impact de cette guerre au Proche-Orient, l'impact vraiment sur l'économie sera plutôt au deuxième, troisième trimestre. Ça veut dire que le premier trimestre va encore sortir des bons résultats. Et on l'a vu avec les banques américaines qui ont sorti les résultats. Ça a soulagé pas mal Wall Street parce que les banques américaines nous ont dit l'économie américaine est résiliente. Le ménage américain n'a pas fait défaut, on n'a pas une explosion de défauts des entreprises. Donc ça, c'est un signal qui a été aussi perçu très fortement par Wall Street en disant ça résiste. Vous prenez le Beige Book hier soir qui a été publié, c'est aussi croissance modérée. Croissance modérée ne veut pas dire récession. Donc on est sur quelque chose qui résiste, sauf que quand on regarde aussi ce que nous dit le Beige Book, c'est que les entreprises ont mis un coup de pied sur le frein, n'embauchent plus, n'investissent plus, essayent d'attendre de voir ce qui se passe au Moyen-Orient. Je prends juste un exemple qui montre à quel point il y a un secteur qui devrait profiter de ce qui se passe au Moyen-Orient, aux États-Unis, c'est le pétrole de schiste. C'est les producteurs de pétrole de schiste. Or, ce que nous dit le Beige Book, ce qui confirme, qui a été confirmé vendredi par les données de Baker Hughes, c'est qu'ils n'investissent pas. Et pourquoi ? Ils n'investissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, le Moyen-Orient, ça nous a fait booster les prix du pétrole, mais demain, ça peut se retourner. S'il y a un accord, si tout le monde est d'accord, si le trafic reprend, et on va se retrouver avec du pétrole. Donc, ça peut rechuter aussi vite que c'est monté. Donc, du coup, c'est pas un investissement, ça stimule pas vraiment la croissance américaine autant que ça. La seule chose qu'on a vue hier dans les statistiques de stock américains, c'est que ça stimule vraiment les exportations américaines. Ça, d'accord, ça marche. Mais on se dit finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux vendre le peu de pétrole que je produit, mais surtout pas augmenter les capacités parce que demain je risque de prendre un effet de levier. Donc on est dans une position d'attente et ça va coûter très clairement sur les profits du deuxième trimestre. Donc moi ce que j'attends beaucoup dans ces publications, c'est surtout les guidances, ce que vont nous dire les entreprises et même les bancaires, et ça c'est un peu passé inaperçu sur Wall Street là dernièrement, même le secteur bancaire est très 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 prudent sur les américaines, les grandes banques américaines justement qui ont publié en début de semaine, qu'est-ce qu'elles ont dit dans leur guidance justement ? Alors, globalement, en gros, si je dois résumer à la hache, on est en haut de cycle, quoi. On est globalement, on a un T1 qui était très bon, qui a été stimulé très fortement par les opérations de trading. Bon, ça c'est lié au marché, mais si on retire cet aspect-là qui est toujours très volatile, on a des marges d'intérêt qui sont plutôt bien tenues. C'est plutôt positif parce qu'elles anticipent un statu quo de la Banque centrale américaine majoritairement. En tout cas, elles anticipent moins de baisse de taux. Donc, ça veut dire que les marges d'intérêt vont se maintenir assez bien. Le seul problème, ce qu'elles nous disent, c'est qu'il y a quand même un risque. C'est un risque crédit. C'est-à-dire qu'en gros, alors ça dépend des banques, mais par exemple, Wells Fargo ou JP Morgan mettent en avant notamment le fait que ce choc, c'est un nouveau choc pour les ménages qui ont des revenus les plus faibles. On est, vous savez, peut-être croissance en cas, avec des ménages qui s'en sortent très bien, qui ne sont pas très sensibles à ce qui se passe au niveau du pétrole, mais d'autres qui commencent à vraiment souffrir. Ce que nous disait Wells Fargo, plus 30% sur les dépenses d'essence sur les ménages. Et donc, ça veut dire que ça fragilise forcément le crédit de ces ménages. Donc, ça veut dire que ce n'est pas catastrophique. On n'est pas sur un schéma de récession qui entraînerait des provisions massives sur le crédit, mais qu'il y a quand même des facteurs de risque aujourd'hui qui sont là, qui doivent être provisionnés. Alors attention, il ne faut pas dire ce que je ne veux pas dire, c'est-à-dire qu'ils ne nous signalent pas un problème dans les crédits privés, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Ils ne nous signalent pas, au contraire, ils ont même réduit leurs provisions sur le premier trimestre, donc tout est très bien passé au premier trimestre, mais on a le sentiment qu'à un moment donné, tout ça va se payer quand même. Donc il n'y a pas un discours très euphorique sur les prochains mois sur l'économie américaine. Donc ça veut dire que clairement, on a peut-être un consensus qui reste très 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 optimiste, au moins sur le T2 et T3. Si vous êtes aussi dans un scénario qu'on n'est pas sur un conflit long. Après, si vous êtes sur un scénario de conflit long, vous êtes encore très optimiste sur 2027. Mais c'est pas le problème là. On est vraiment sur le court terme. Et je pense que après cette saison des earnings, on va quand même avoir quelques révisions à la baisse, mais avec sûrement une dichotomie, avec un effet prix très fort qui va soutenir encore les valeurs tech, qui va soutenir encore avec des très bonnes publications dans ce secteur-là. Et par contre, peut-être sûrement des révisions à la baisse sur tous les secteurs les plus cycliques et les plus dépendants de la demande intérieure aux États-Unis. Donc attention, il y a quand même un vrai risque qu'il y ait un petit effet rattrapage entre, en tout cas, le discours des économistes et le discours des analystes. À un moment donné, il doit converger. Quelqu'un a tort. Je ne vois pas comment des grandes entreprises multinationales soient complètement indemnes de ce qui se passe actuellement et qu'on ne peut pas réviser à la baisse les croissances au niveau macroéconomique et pas avoir un impact sur les chiffres d'affaires à terme. Même s'il y a un effet inflation, je le reconnais, ça va quand même se voir après, soit
dans les marges, soit dans les perspectives qui vont être quand même beaucoup plus difficiles pour les prochains mois. Alors justement, si on regarde, donc comme vous dites, les perspectives vont être très probablement difficiles pendant les prochains mois, on a l'impression que déjà dans un premier temps, le dollar a perdu sa prime géopolitique. Dans un deuxième temps, est-ce qu'il ne perdrait pas justement, il va perdre de nouveau la confiance qui lui avait été accordée comme valeur refuge ces derniers temps? Est-ce que on peut s'attendre à une baisse plus marquée du dollar? Alors ça, c'est une bonne question parce que le dollar, c'est un peu compliqué en ce moment. Hein. L'échange, c'est toujours compliqué, mais le dollar, c'est un peu compliqué parce que il réagit à beaucoup de choses. Donc, dans un premier temps, le dollar, il peut réagir aux incertitudes géopolitiques. Donc, c'est le mouvement un peu classique. On a de corrélation entre le WTI et le dollar. Quand le pétrole monte, ça veut dire que les incertitudes politiques augmentent. Ça veut dire que derrière, on a une sorte de flight to quality vers le dollar. Le dollar sert de devise refuge. Sauf que le dollar n'a pas véritablement joué comme d'habitude. Hein. Il a joué plutôt comme un peu comme devise refuge, mais il a plutôt profité quelque part, à mon avis, plutôt de son rôle finalement d'anticipation autour de la politique monétaire. Et c'est ça qui a plus joué à court terme. C'est-à-dire que là, en ce moment, ce qui semble l'emporter, c'est le fait qu'on anticipe que la Banque centrale américaine va faire un statu quo dans les prochains mois, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ce qui s'inscrit un peu dans les marchés. Et cette anticipation de statu quo derrière, face à une BCE qui monterait ses taux 2 fois, face à une Banque centrale d'Australie qui continuerait à monter ses taux, face à une Banque d'Angleterre qui monterait ses taux aussi. Donc du coup, on a une sorte d'effet écart politique monétaire qui pèse sur le dollar. Donc on est pris entre deux éléments contradictoires. D'une part, les anticipations de politique monétaire qui sont très défavorables au dollar. D'autre part, dès qu'il y a une aversion au risque, dès qu'il y a une crainte, on va vers le dollar en tant que devise refuge. Donc ça explique un peu ce combat qu'on a actuellement. Mais je pense que si vous êtes dans un scénario que le conflit finit avec les anticipations qu'on a de politique monétaire, ça va être très baissier dollar à court terme. Oui, parce qu'on oublie quelque chose, c'est quand même, on a mis de côté la guerre commerciale de Donald Trump. Pour l'instant, elle est mise en sursis jusqu'à, je crois, mi-juin ou fin mai ou fin juin. Mais en réalité, avant la guerre au Moyen-Orient, le dollar était boudé par les investisseurs. Pourquoi est-ce qu'il ne le serait pas de nouveau, en fait? On va retrouver ce contexte-là. Alors, si on tourne la page du Moyen-Orient, il ne faut pas la tourner trop vite, il faut faire attention. Mais on va dire que si on tourne un peu cette page, il y a deux problématiques qui persistent. C'est quels seront les droits de douane passés juillet. C'est quand même loin d'être un élément négatif, neutre, et ça peut jouer énormément, notamment sur les décisions que prendront la Banque centrale américaine, hein, parce qu'on sait que même si elle estime que la hausse des droits de douane n'a pas d'effet récurrent, c'est quand même quelque chose qui entretient l'inflation à un haut niveau, donc c'est quand même un élément plutôt d'attentisme, pas forcément de hausse, mais plutôt qui renforce l'attentisme. Et puis ça, c'est la première chose. Et puis toutes les attaques que fait Donald Trump à l'encontre de l'indépendance de la Banque centrale américaine, qui avait quand même pas mal joué sur le comportement des marchés obligataires américains et qui avait incité peut-être quelques investisseurs étrangers à réduire leur exposition, en tout cas qui aujourd'hui est un des éléments, pas le seul, mais un des éléments qui explique pourquoi les banques centrales achètent plutôt de l'or que des bonds américains. Et on l'a vu, ça s'est accéléré en cours du premier trimestre. Donc il y a quand même cette incertitude très forte sur le dollar qui continue de peser. Et c'est vrai que la politique de Donald Trump, l'incertitude, la volatilité, je dirais, de la politique de Donald Trump, le manque de visibilité joue quand même comme un élément un peu négatif sur le dollar en tendance. S'il y a un risque extrême, on va encore vers le dollar. Mais ça reste un élément de fond qui pèse sur le dollar. D'accord, donc le soldat dollar qui n'est pas sorti de l'auberge en fait en réalité. On va encore avoir pas mal de volatilité à attendre sur le dollar. Ok, très clair. Autre sujet hyper sensible, Christian, vous en doutez, le pétrole qui reflue ce matin parce que les perspectives de pourparlers positives, dont les issues seraient positives, commencent à envahir un peu l'esprit des investisseurs et des financiers. Ceci étant, il y a quand même quelque chose de très intéressant. Vous le dites régulièrement, nous, commentateurs, journalistes, observateurs, on se base beaucoup sur les prix à horizon 1, 2 ou 3 mois pour raisonner, pour divulguer et partager notre information. Ceci étant, ce qui est extrêmement important, c'est de raisonner surtout actuellement en fonction du prix spot, c'est-à-dire du prix au comptant. Il est de combien actuellement, aux alentours de combien, et est-ce que ce prix-là, ce niveau de prix va se répercuter à un moment ou à un autre à la pompe? Oui, alors ça c'est important parce que c'est vrai que, alors on ne le voit pas d'habitude, je le reconnais d'habitude. On n'en parle pas. On n'en parle pas parce que les écarts ne sont pas importants. Mais vous comprenez bien là, si vous anticipez que la fin de la guerre c'est dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vous n'êtes pas du tout sur le même niveau de prix qui aura lieu à 2-3 mois.
généralement, ce qu'on regarde, c'est des contrats futurs. Ce sont des contrats standardisés côté Onise ou au Royaume-Uni, et donc pour le Brent. Hein. Mais donc, c'est des contrats standardisés futurs. Et ce que font les agences de presse, par exemple, si vous prenez Bloomberg ou Reuters, ils regardent le contrat qui est le plus liquide. Et ils prennent l'échéance la plus courte, la plus liquide, et ils disent, voilà, c'est le prix du pétrole. C'est le prix du pétrole échangé. Bon, et puis, des fois, ils font même une moyenne de plusieurs contrats. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous prenez les dernières dépêches de Reuters, hein, je regardais encore ce matin, le contrat de Reuters, prix de référence, le prix de référence du pétrole pour Reuters, c'est le contrat livraison mai. Si vous prenez voilà, pour le WTI, et si vous prenez Bloomberg, eux, ils sont au contrat juin. Le Brent. Voilà. Donc, on est sur des écarts déjà d'échéance importantes. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas neutre. Parce qu'entre mai et juin, vous ne dites pas du tout la même chose sur potentiellement la réouverture du détroit d'Ormuz ou pas. Donc déjà, ça fait des écarts importants. On voit que les contrats. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est à combien vous achetez le pétrole aujourd'hui pour être livré. Et donc ça, c'est les contrats à 7 jours. Je vous coupe 2 secondes pour juste matérialiser et abonder dans votre sens. Aujourd'hui, donc le Brent, livraison juin, on est à 96,48 $ le baril. Le WTI, livraison mai, on est à 92 $ le baril. Donc on a 4 $ de différence qui est assez étonnant, justement. En règle générale, on n'a pas des écarts. Voilà, on n'est pas sur des écarts aussi importants, ce qui est normal, parce que plus en plus. Voilà, économiquement, je ne vais pas vous dire que sur un mois, la demande va changer ou l'offre va changer. C'est stable. C'est vraiment un cas particulier aujourd'hui que l'on a. Hein. Donc, je ne vous dis pas que d'habitude, c'est normal qu'on ne fasse pas très attention à un mois donné de ça. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais sur le marché, j'ai besoin du dollar, j'ai besoin du pétrole pour alimenter ma station-service et à combien je le paye. Et là, on tombe dans un marché OTC, c'est-à-dire que c'est plus un marché organisé. Voilà, c'est un marché qui est de gré à gré. Et donc là, c'est des contrats qui s'échangent de gré à gré. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à avoir parce qu'on les a un peu sur Bloomberg, mais c'est pas toujours facile à avoir. Et là, on voit qu'il y a une extrême volatilité sur les contrats à 7 jours. On a eu lundi des poussées jusqu'à 120, 150 $, sur quelques contrats OTC qui sont passés. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des achats un petit peu des achats, à mon avis, de panique de certains pays qui ont acheté parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Voilà. Mais comme c'est un contrat, c'est des choses OTC, on les voit pas forcément passer. Mais ça veut dire pourquoi? Alors, ça veut dire que ça fait qu'il peut y avoir énormément de volatilité à très court terme et surtout que l'achat de pétrole aujourd'hui, ça traduit bien un problème de pénurie. Il y a vraiment un problème de pénurie sur le marché physique, livraison 7 jours. Et là, on parle pas de l'avenir et on ne parle pas de tout ce qui pourrait se passer, c'est qu'aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est bloqué, il manque du pétrole et il y a des gens qui sont prêts à l'acheter peut-être à n'importe quel prix. Et très très loin du prix qu'on voit à 3 mois, qui intègre plutôt des baisses de prix. Donc attention, et ça explique pourquoi aussi on peut avoir des prix, quand vous faites le plein, qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on est en droit d'attendre au regard du prix futur qui est coté aujourd'hui sur les marchés. Donc attention à ça, ça veut dire que l'impact économique est beaucoup plus sévère que semble l'indiquer le WTI à 3 mois ou à 2 mois. Oui, parce que finalement, il est repassé au-dessus des 95 $, mais en réalité, un baril à 95 $, ça métallise une petite tension, une légère tension, c'est pas quelque chose de... Voilà, on a vu pire. Et on a vu pire, mais là, on peut avoir, par contre, des pays qui achètent aujourd'hui du pétrole à des niveaux beaucoup plus élevés et avec des coûts et des impacts pour les économies beaucoup plus élevés. Donc, attention à ça, il ne faut pas sous-estimer cet élément-là. Encore une fois, c'est vraiment très particulier la situation actuelle. D'habitude, on n'est pas dans cette situation-là, mais quand on est dans les problèmes de livraison, des problèmes de pénurie et dans des problèmes dans des pays qui sont prêts à acheter une livraison à n'importe quel prix parce que sinon ils arrêtent leur production d'électricité et que le pays est en phase de restrictions en termes d'activité économique, on comprend que là on est dans la course, quoi. C'est un peu, si je devais faire une comparaison, un peu comme lorsqu'on achetait en Chine les masques pour le Covid, on avait des gens qui venaient avec des mallettes et qui étaient prêts à acheter la production à court terme. Donc c'est un peu l'histoire, toute proportion gardée, mais c'est un peu la même chose, c'est quand on a des tels impacts économiques, et donc faut pas sous-estimer les effets qu'on peut avoir et les impacts sur certaines économies, hein, puisqu'on a vu quelques pays asiatiques notamment commencer à parler de restrictions, de coupures d'électricité, hein, donc on commence à voir... On imagine que c'est les pétroliers qui sont détournés, puisque finalement c'est matérialisé par ça. Et on voit qu'il y a une réelle tension, donc attention, dans les pays développés, on a des stocks.
Donc on débloque les stocks, il y a des stocks privés, des stocks publics. Mais on donc, va bien ça les fait épuiser, tampon. ces stocks. Mais on va les. Et donc c'est quand même quelque chose à surveiller. Et ça montre que même les futurs peuvent être encore très très volatiles à terme. Donc attention. Attention, ouais, exactement, d'autant plus. Alors, on a tous entendu l'AIE qui disait qu'elle allait débloquer ses stocks stratégiques, 400 millions de barils, ça équivalait, je crois, de mémoire à une dizaine de millions de barils par jour, à peu près, c'est ça globalement, Oui. on disait. Mais ils s'épuisent. Et là, je crois que la dernière mesure, il reste 250 millions de barils. Voilà, ils s'épuisent et ils ne sont pas non plus très égales. C'est-à-dire que n'oubliez pas que dans les contributeurs, il y a beaucoup les États-Unis. Et c'est proportionnel. Voilà, et il y a beaucoup les États-Unis et le Japon. Et dans les autres pays, c'est une contribution beaucoup moins forte. Et puis après, il y a aussi toute la problématique de produits distillés. On sait qu'on a aussi des tensions qui s'opèrent, vous l'avez vu sur le prix du diesel, etc. Donc ça pose aussi d'énormes problèmes de raffinage derrière tout ça. Donc on est quand même sur quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors pourquoi je dis ça? Parce que économiquement, faut faire attention, parce que le marché est parti dans l'idée qu'en dessous de 100 $, tout va bien. C'est ce que j'entends souvent, même du côté américain. Ouais, c'est psychologique. Oui, la barre est 100 $, je ne vous le ferai pas au dollar près. Hein. Mais en dessous de la barre des 200 $, c'est l'économie américaine reste solide, tout va bien, la croissance, tout est absorbé, il n'y a aucun problème. Les Américains vont continuer à sommer. Mais oui, mais attention, ça, le 100 $, déjà, c'est à 3 mois, ça peut être très volatile. Et en plus, on paye peut-être notre pétrole beaucoup plus cher à court terme et dans certains pays, nettement plus élevé. Donc, ça veut dire qu'il faut penser à une chose, c'est que le choc est quand même très violent pour les pays émergents. Déjà, première chose, c'est eux qui payent en premier la facture, et c'est eux, s'il doit y avoir une destruction de la demande par un ralentissement de la production, par le fait que volontairement on réduit l'activité économique parce qu'on est face à des situations de pénurie, ça sera d'abord les émergents. Donc attention, ne pas aller trop vite sur les émergents, parce qu'on a toujours ces effets de vase communicant. Quand le dollar baisse, il faut revenir sur les émergents. Quand tout va bien, si on a de l'appétit pour le risque, on revient vers les émergents. Mais attention, parce que le coût risque d'être quand même assez important. Et puis, deuxième chose, à ne pas sous-estimer l'impact réel économique en prenant seulement des futurs, mais qui ne traduisent pas forcément une réalité économique. Ce qui explique pourquoi on commence à avoir des statistiques qui nous disent, par exemple, que les prix du plastique en moyenne en Asie ont monté de 30%. Ouais, c'est pas étonnant. Et donc, c'est pas anodin, 30%. C'est vraiment très violent, et c'est beaucoup plus violent que ce que pourraient nous donner les chiffres actuellement du cours du pétrole. Donc, ça risque, et ce qu'on risque d'avoir, c'est une dichotomie entre les prix spot et les prix futurs. Parce que si, par exemple, demain, Donald Trump nous dit « ça y est, on a réglé le problème, le détroit d'Ormuz est débloqué », la production, elle, va pas repartir immédiatement. Donc, on peut avoir encore 4, 5, 6 mois, 7 mois, voire plus pour le gaz. On a vu que le Qatar, on parle de fin d'année. Et donc, on pourrait avoir quand même un vrai écart entre ce qu'anticipe le marché à 3 mois et ce qui est la réalité de ce que l'on paye au niveau des producteurs. Donc attention aussi à ne pas sous-estimer cet élément-là. Et ça peut être aussi un élément, alors on revient sur mon petit sujet de débat entre la micro et la macro, ça peut aussi être un élément qui fait que peut-être certains analystes d'actions sous-estiment un peu aussi les impacts pour certaines industries. Eh bien, écoutez, on va suivre tout cela avec attention. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous ce matin. Christian Parizeau, vous êtes président d'Altaïr Economics, et avec nous très régulièrement pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les marchés, et je vous en remercie beaucoup. De notre côté, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou sur notre chaîne YouTube TV Finance, et on se retrouve demain, donc dès 8h55, pour une nouvelle émission, une nouvelle édition, et puis surtout, on va essayer de vous éclairer un peu plus d'un point de vue géopolitique, puisqu'on a un nouvel expert qui sera avec nous et qui tentera de répondre le mieux possible, de vous éclairer le mieux possible sur la situation actuellement au Moyen-Orient. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Finance et à demain.